Bienvenue. Ces 2 dernières semaines, la péninsule coréenne a connu une montée des tensions assez... Spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre les tirs de missiles, une rupture des communications, des accords militaires majeurs, la situation semble très volatile. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble ce qui s'est passé pour comprendre la logique derrière cette escalade. Cette analyse vous est proposée par ProWave AI. Elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle pour vous offrir une vision claire des événements mondiaux. Pour cette analyse, on s'est plongé dans pas mal de sources. Des dépêches d'agences internationales, des rapports de think tanks, des analyses stratégiques. Notre but, c'est vraiment d'assembler les pièces du puzzle, comprendre ce qui se passe, mais surtout pourquoi et ce que ça implique pour la suite. Exactement. Alors, commençons par l'élément déclencheur, si on peut l'appeler comme ça. Le tir de missile. Oui, un tir de missile balistique nord-coréen. Malheureusement, ce n'est plus vraiment une surprise. Non. Mais cette fois, ça a été accompagné d'un geste beaucoup plus radical. La coupure de toutes les lignes de communication avec le Sud. C'est ça. Oui, et ça, c'est différent. Le missile, bon, c'est un signal classique. Lancé depuis Taïwan, 700 km, il tombe en mer. C'est une démonstration de capacité, on connaît. Mais couper les ponts ou autre chose. C'est une autre histoire. Le président sud-coréen, Lee Jae-myung, a d'ailleurs utilisé des mots très forts. Il a parlé d'une situation très dangereuse. Et il a raison, non? Sans communication, le moindre incident peut... Il peut dégénérer en quelques minutes. On parle de la frontière la plus militarisée du monde. C'est un peu comme si on retirait le téléphone rouge en pleine crise. On pourrait penser que face à ça, la première réaction de Séoul serait de hausser le ton. Pourtant, il me semble qu'ils ont plutôt joué l'apaisement au début. C'est toute l'approche paradoxale qu'ils essaient de maintenir. D'un côté, la fermeté, et de l'autre, la porte reste ouverte. C'est-à-dire? Eh bien, Séoul a mis sur la table une offre de pourparlers militaires. C'est la première fois en 7 ans. Ah oui, quand même. L'idée était simple, hein. Retrouvons-nous, parlons, évitons un accident. Une tentative de calmer le jeu. Sauf que le téléphone a sonné dans le vide à Pyongyang. Aucune réponse officielle. Aucune réponse officielle. En fait, leur réponse a été physique, sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les rapports de renseignement montrent peu lieu de parler, la Corée du Nord a passé les derniers jours à renforcer ses défenses. On parle de nouvelles clôtures barbelées, à 3 couches, et plus inquiétant, la pose de nouvelles mines terrestres. Le message est on ne peut plus clair. On ne veut pas parler, on se barricade. C'est exactement ça. Ce tir de missile et cette rupture, ce sont des gestes forts, mais c'est un peu la partie visible de l'iceberg, j'imagine. Tout à fait. Le vrai sujet, celui qui structure toute la stratégie de Pyongyang, c'est le programme nucléaire. Et là-dessus, on a des chiffres récents qui donnent un peu le vertige. C'est vraiment le cœur du problème. Un nouveau rapport de l'Institut coréen d'analyse de défense, le KIDA, a fait l'effet d'une petite bombe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à présent, les estimations internationales tablaient sur un arsenal nord-coréen d'environ, disons, 50 ogives. D'accord. Le KIDA, lui, avance le chiffre de 150. 150 ogives. Attendez, c'est 3 fois plus. Ce n'est pas une simple mise à jour, là, c'est un changement de stature. C'est un changement complet de dimension. Et ce n'est pas tout. Le plus frappant, c'est leur projection pour l'avenir. C'est-à-dire? Le rapport projette que, si le rythme actuel se maintient, il pourrait dépasser les 400 ogives d'ici 2040. 400. Pour mettre en perspective, ça les placerait au niveau 2. De la France ou du Royaume-Uni? Exactement. Au niveau de puissance nucléaire établie. Et ce n'est pas de la spéculation en l'air, c'est basé sur des preuves tangibles. Comme l'expansion de leur site de production? Oui, l'expansion massive de leurs installations d'enrichissement d'uranium, de production de plutonium, surtout sur le site de Yongbyon, que les images satellites montrent en pleine effervescence. Et loin de le cacher, ils ont l'air d'en faire la promotion. Ah mais complètement. La propagande tourne à plein régime. Récemment, pour le 80e anniversaire de l'armée de l'air, Kim Jong-un a fait une annonce importante. Laquelle? Il a annoncé l'attribution de nouveaux actifs militaires stratégiques à l'armée de l'air. En clair, il dit que sa force aérienne fait maintenant partie de la dissuasion de guerre nucléaire. Donc le message, c'est « Nos bombes ne sont pas que dans des silos, elles peuvent aussi venir du ciel ». Voilà. C'est une manière de diversifier la menace. Donc on a une Corée du Nord qui accélère son programme nucléaire à un rythme effréné et qui l'affiche sans complexe. À Séoul, ça doit grincer des dents. C'est un euphémisme. Comment est-ce qu'ils agissent concrètement au-delà des déclarations? Face à ça, Séoul a compris que les appels au dialogue ne suffisaient plus. La réponse a été un virage stratégique majeur. Grâce à un accord avec les États-Unis, c'est ça? Oui, un accord qu'on peut qualifier d'historique. Washington a donné son feu vert à la Corée du Sud pour qu'elle construise ses propres sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire.
C'est une étape immense. On ne parle plus de simples achats d'armes, là. Non, construire un sous-marin nucléaire, c'est entrer dans un club très, très fermé. C'est un changement de paradigme pour toute la région. Et comment ça fonctionne, cet accord? L'accord est très clair. Les États-Unis ne fourniront pas les armes nucléaires, Non, bien sûr. mais ils fourniront le combustible, donc l'uranium enrichi, et l'assistance technique pour les réacteurs des sous-marins. Et pour la Corée du Sud, l'avantage est double, j'imagine. Oui, d'abord, un sous-marin nucléaire, ça peut rester immergé des mois. C'est quasi indétectable. C'est l'arme de seconde frappe par excellence. Et ensuite? Et ensuite, c'est une réponse directe à la menace sous-marine nord-coréenne. Parce que de nombreuses sources suggèrent que Pyongyang développe aussi ses propres sous-marins nucléaires. Probablement avec une aide extérieure. Une aide technologique russe est plus que probable, oui. On assiste donc à une véritable course aux armements. Sous-marine. C'est exactement ça. Alors, décomposons un peu la manière dont cette nouvelle dynamique est perçue. Pyongyang n'a pas dû applaudir la nouvelle, j'imagine? C'est le moins qu'on puisse dire. Pour eux, cet accord est une provocation dangereuse. Leur rhétorique, c'est que les États-Unis et le Sud déclenchent un effet domino nucléaire. Et que ça va déstabiliser toute la région Asie-Pacifique. Voilà. De leur point de vue, qui est particulier mais cohérent pour eux, ça justifie encore plus leur propre programme nucléaire. Ils disent « Vous voyez, ils nous menacent, donc on a raison de nous armer ». Et du côté sud-coréen, on a cette politique qui peut paraître un peu schizophrène. On tend la main pour le dialogue, mais en même temps, on s'arme jusqu'aux dents. C'est toute la complexité de leur position. Le président Lee Jae-myung martèle que l'objectif final, c'est la réunification pacifique. Mais en attendant, En attendant, son gouvernement prend des mesures de défense extrêmement robustes. Et il y a même des nuances au sein de son administration. c'est-à-dire? Le ministre de l'Unification, Chung Dong-yang, a récemment appelé à une plus grande autonomie vis-à-vis de Washington dans les relations avec le Nord. C'est intéressant ça. C'est une petite musique qu'on entend de plus en plus à Séoul. L'alliance américaine est cruciale, mais on doit aussi pouvoir mener notre propre barque diplomatique. Élargissons le cercle. Les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, comment voient-ils ce jeu de domino? Pour les États-Unis, cet accord sur les sous-marins renforce ce qu'ils appellent leur dissuasion étendue. La dissuasion étendue, juste pour que ce soit bien clair, c'est le fameux parapluie nucléaire américain. C'est ça, c'est la promesse de Washington qui dit à Pyongyang. Si vous attaquez Séoul ou Tokyo, c'est comme si vous nous attaquiez nous, et on répondra avec toute notre puissance. Et cet accord vient renforcer cette promesse de manière très concrète. Exactement. C'est le pilier de la sécurité en Asie de l'Est depuis 70 ans. Mais bien sûr, la Chine ne voit pas ça du tout du même œil. Pour Pékin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, oui. Ils voient un allié des États-Unis, juste à leur porte, acquérir une technologie militaire de pointe. Ça renforce la présence américaine dans ce qu'ils considèrent comme leur précaré Et ils craignent une course aux armements qu'ils ne contrôleraient pas. et une déstabilisation générale. Tout à fait. Et il n'y a pas que la Chine. Le Japon doit aussi regarder ça avec une certaine anxiété. Absolument. D'ailleurs, un rapport très récent du ministère japonais de la Défense tire la sonnette d'alarme. Ah oui? Il ne parle pas seulement de la Corée du Nord, mais d'une coopération militaire croissante entre Pyongyang, la Chine et la Russie. Donc les trois ensemble. Oui, le rapport va jusqu'à évoquer le risque d'une confrontation de blocs en Asie du Nord-Est, une sorte de nouvelle guerre froide régionale. On n'est donc plus seulement dans une crise coréenne. Non, on est sur une plaque tectonique géopolitique qui est en train de bouger. Et justement, cette crise ne se déroule pas en vase clos. Comment est-ce qu'elle se connecte à d'autres points chauds dans le monde? Les sources qu'on a analysées font des liens très clairs. Par exemple, un rapport du Congrès américain qui circule beaucoup en ce moment. Sur Taïwan. Oui, il simule l'impact économique mondial d'un conflit autour de Taïwan. Et les conclusions sont apocalyptiques. Les acteurs seraient les mêmes, les États-Unis et leurs alliés d'un côté, la Chine de l'autre. La tension en Corée est vue comme un autre front potentiel. On parle beaucoup du militaire, de la diplomatie, mais il y a un autre front, plus discret. Le front économique et numérique. Exactement. Oui, et c'est un point fascinant, souvent sous-estimé. On observe une collaboration sans précédent entre des groupes de pirates informatiques russes et nord-coréens. Et la Corée du Nord est accusée de vol de crypto-monnaies à grande échelle. Des milliards de dollars ces dernières années. Ce n'est donc pas juste une histoire de vol, c'est une véritable stratégie d'État pour contourner les sanctions. Une sorte de cyber-guérilla économique. C'est exactement le terme. Ce ne sont pas quelques hackers dans un garage. C'est une opération d'État massive pour financer les programmes d'armement. Et la collaboration avec des groupes russes montre une convergence d'intérêts. Oui, entre acteurs mis au banc du système financier. Ils partagent des techniques, des infrastructures, des méthodes de blanchissement. C'est un écosystème financier parallèle qui se met en place. Et c'est sans doute bien plus difficile à contrer qu'un programme de missiles. Beaucoup plus.
Alors, si on essaye de synthétiser, les semaines et les mois à venir s'annoncent chargés. Quels sont les signaux, les événements clés à surveiller? Je dirais qu'il y a 4 points cardinaux à observer. Premièrement, Pyongyang. Leurs actions et leur rhétorique? Exactement. Vont-ils répondre, même indirectement, à l'offre de dialogue? Probablement pas, mais surtout, faut-il s'attendre à une nouvelle provocation majeure? Un 7e essai nucléaire, par exemple. Pour protester contre l'accord sur les sous-marins? C'est une possibilité très réelle. Deuxième point, j'imagine la mise en œuvre de cet accord? Bien sûr. Pour l'instant, c'est un accord politique. Il faut voir comment il se traduit concrètement. Le calendrier, les chantiers navals, le transfert de technologie. Chaque étape sera scrutée par Pyongyang et par Pékin. Troisième point. Les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. Leur ampleur et leur nature enverront un message très fort. Et enfin, le plus important peut-être, le ballet diplomatique des grandes puissances. Oui, et c'est le contexte qui détermine tout le reste. Les relations entre Washington, Pékin, Moscou. Est-ce qu'ils arriveront à trouver un terrain d'entente minimal pour gérer la crise, ou est-ce que la compétition va paralyser toute action diplomatique? La réponse à cette question façonnera directement l'avenir de la péninsule. Cet examen approfondi a été rendu possible grâce aux capacités d'analyse de Stylo News. C'est une application sur mobile et sur le web qui permet de créer ses propres synthèses d'informations personnalisées. Un peu comme le feraient des services de renseignement. C'est ça. L'application agrège et analyse en temps réel des centaines de sources, la presse traditionnelle mais aussi les réseaux sociaux comme X, et ce dans plus de 20 langues. On peut donc rechercher un événement précis, comme cet accord sur les sous-marins, suivre des tendances sur le long terme. Ou simplement poser une question et obtenir une réponse claire et précise avec des citations qui renvoient directement aux articles originaux. Pour créer vos propres analyses et ne plus subir l'information, mais la maîtriser, nous vous invitons à essayer Stylo News. Rendez-vous sur www.stylonews.com pour commencer votre essai gratuit. Le site est www.stylonews.com. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour cette analyse. Si certains sujets vous intéressent particulièrement pour nos prochains rendez-vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et pour ne rien manquer de nos publications, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt!